Aujourd'hui à Info7 en ce 15 mars 2024. Mobilisation des producteurs et productrices agricoles devant les bureaux du député Yves Montigny. Marie-Lou Mihan nous dévoile la programmation de la 4e édition de la fin de semaine Entre nous. Réaction vive sur la Côte-Nord face au budget 2024-25 du gouvernement du Québec. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Les productrices et producteurs agricoles de la Côte-Nord se mobilisent pour lancer un cri du cœur au gouvernement et démontrer leur inquiétude pour l'avenir de l'agriculture. Depuis plus d'un an, la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord interpelle les gouvernements sur l'urgence d'agir pour soutenir le secteur agricole, mais rien ne semble bouger. Matt Tremblay était à Bécomo pour couvrir l'événement. Qu'est-ce qu'on demande et pourquoi on est ici aujourd'hui? Le gouvernement vient de sortir un nouveau budget. Ils font rien pour l'agriculture. Ça fait 20 ans que les budgets n'ont pas été changés. Puis on veut en vivre. Ça, c'est de plus en plus difficile. Moi, je suis producteur de bœuf au Bergeron, sur la Côte-Nord. Puis je veux en vivre, mais c'est de plus en plus difficile. Puis si ça continue, on va trouver de fermer ça. Ça serait quoi nos solutions à ce point-ci? Il y a qui améliorent les programmes. Puis, là où il y a des sécheresses, où il y a des changements climatiques, il faut qu'ils adaptent des programmes pour nous autres, là. Ça marche. Messieurs, quelques mots? Comme M. Simard a dit, nous autres, la Côte-Nord, que comprendre que le gouvernement de la Côte-Nord, c'est une région qui a ses spécificités. On est loin. Tout ce qui est des termes de transport, d'agriculture, c'est de faire rentrer des intrants, sortir des produits. Avec le traversier, on parle beaucoup de stations de bien-être animal, à faire attendre des animaux au mois de juillet, 3 heures de temps dans un trailer pour descendre. Comme Sylvain a dit, plus que ça va, les normes environnementales avec la COP30, l'agriculture, elle y échappe pas. On demande des normes, ça c'est de la paperasse, des frais que les producteurs doivent s'endetter pour respecter les normes, mais le coût des produits augmente pas. Fait que, il y a des affaires, il y a des produits, il y a des feuilles chez nous que mon arrière-grand-mère achetait des cochons, puis je pense qu'ils s'achètent à peu près le même prix aujourd'hui. On parle des années 60, 70. Et les coûts ont augmenté, mais le profit n'a pas suivi. Le dernier budget on a suivi, on est passé de là, 2 ans à quasiment 900 millions de revenus nets agricoles pour des prévisions en 2024 de 87 millions. Fait que ça c'est deux choses. C'est le revenu a baissé puis on a perdu les producteurs. Fait que c'est des grosses années qui sont fortes. Puis comme M. Simard a dit, il dit avec tous les aspects climatiques, il dit on n'y a pas des sécheresses, après ça c'est des déluges, après ça nous autres c'est des feux de forêt, l'Abitibi, il a tout obligé d'évacuer des vaches en détresse pour être capable d'avoir des troupeaux pour pas que ça se fasse passer par le feu. Après ça, les récoltes, c'est détruit. Il faut trouver de l'argent pour nourrir les animaux. Il y a des assurances récoltes. Cette année, l'assurance récolte, c'est un manque à gagner moyen de 100 000 $ par entreprise. Parce que les producteurs ont payé leurs cotisations, mais ils n'ont pas eu de remboursement. 100 000 $ pour une entreprise agricole, là, c'est beaucoup d'argent. Puis c'est quasiment le profit de l'année. Le député était sur place et à l'écoute de leur inquiétude. Il rassure que leur demande sera acheminée aux personnes concernées. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup de discussions avec des producteurs agricoles. Les enjeux sont importants. Ils vivent une situation qui est comprenable. La situation a été difficile. On a eu des sécheresses, des feux de forêt, puis après ça, on a eu trop d'eau. Fait qu'il y a un contexte particulier. Il y a aussi des réflexions qu'on a au gouvernement, puis ça prend des fois plus de temps, mais il faut les faire. Puis là, aujourd'hui, mon intention, c'est de les écouter. J'ai eu une rencontre avec eux autres, plusieurs discussions avec beaucoup d'agriculteurs, des gens locaux qui se dédient pour cultiver la terre nord-côtière. Ben pour ça, ça mérite d'être écouté. Puis je suis là avec eux autres. Je suis allé parler devant eux. Je les écoute depuis toute l'heure du dîner. Puis je vais continuer à porter leur message. J'ai besoin d'écrits qui sont acheminés à mon bureau pour être capable aussi de porter ça à mes collègues. La mobilisation s'est faite en simultané avec la Malbaie. Au total, 200 producteurs, productrices et relèves agricoles avec un convoi de 100 tracteurs et c'est terminé en début d'après-midi. La fin de semaine entre nous revient pour une 4e édition du 22 au 24 mars prochain à Les Bergeronnes.
Une multitude d'artistes en tout genre y participeront cette année. Certainement une fin de semaine à ne pas manquer. J'en discute avec Marie-Lou Mihan, coordonnatrice de l'événement. C'est un événement qui est chapeauté par l'Odyssée artistique, qui font le festival intime de musique classique, le Jazz sous la lune. Donc ça, c'est comme leur nouveau projet, relativement nouveau. Donc la fête entre nous, c'est pour les artistes nord-côtiers. Donc c'est vraiment pour eux, c'est une vitrine pour eux, mais c'est comme un échange aussi. On veut que les gens restent... c'est pour ça que la programmation est vraiment complète en 3 jours. Il y a vraiment de tout. Donc, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des spectacles, et il va y avoir des expositions. Donc, c'est vraiment un gros mélange de toutes sortes de domaines artistiques, mais nord-côtiers. Ouais. D'accord. Et je crois que c'est important pour vous, justement, de mélanger les sortes de formes d'art aussi. Oui, parce que c'est comme un peu pour montrer qu'est-ce qui est disponible en région, qui peut offrir quoi, qui peut apprendre quoi, puis créer du réseautage, faire des nouvelles associations d'artistes. Puis, oui, c'est ça, c'est le mélange qui est important. Le mélange de générations aussi, ça, c'est un peu un des défis de cette année aussi. D'accord. Mm-hmm. Donc, l'an passé, on a eu environ plus de 600 personnes qui s'est rendues sur place pendant la fin de semaine. Durant toute la fin de semaine, oui, avec toutes les activités. Êtes-vous aussi confiant cette année? Bien, je pense que oui, parce que les gens connaissent de plus en plus. Là, c'est la 4e édition. Fait que là, comme maintenant, je parle de la fin de semaine entre nous, les gens font « Ah oui, j'ai participé. Ah oui, c'est quand? Ça s'en vient. » Donc, je vois que ça commence à être connu. Donc, puis que les gens aiment l'ambiance qu'il y a là-bas. Donc, je pense que ça va être une belle édition encore cette année, oui. Super. Bien, justement, en parlant d'édition, de programmation, donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette année? Donc, le vendredi, on commence toujours avec une ouverture vers 4h, 4h30. Puis, on présente les artistes. Puis, ça va être surtout le temps des exposantes. Donc, on a 3 exposantes cette année. On a Madame Chose, qui fait beaucoup de projets ici. Elle, ça va être une exposition interactive. Donc, elle va aider les gens à créer des poèmes à partir d'anecdotes d'église. Donc, pour que les gens parlent de ce qu'est l'Église pour eux, parce qu'on connaît le côté religieux de l'Église, mais il y a le côté rassemblement, puis c'est ça qu'on fait à la fête de semaine entre nous. Donc, ça va être un peu les témoignages de tout le monde, puis après ça, créer une œuvre collective autour de ça. Puis il y avait aussi utilisé le confessionnal pour raconter des histoires, donc ça va être une autre utilisation. Ça risque d'être intéressant. Oui. OK, c'est bien. Et puis, on a 2 autres exposantes qui vont être dans le jubé, dans le balcon en haut. Il y a Dominique Dupuis, qui reste à Tadoussac, qui va faire une exposition de photos. Puis elle crée elle-même ses cadres. Puis c'est toutes des photos qui sont le reflet de quelque chose. Donc ça va être vraiment, vraiment joli. Je suis contente. C'est vraiment une belle artiste multidisciplinaire, puis qui fait plusieurs choses. Fait que là, elle va faire partie de la fête de semaine entre nous. Puis il y a aussi Marine Wabian, qui va partager l'espace du jubé avec ses sérigraphies, linogravures. Puis Marine, elle arrive d'une résidence d'artiste en Argentine. En Argentine, exactement. Donc, il va y avoir un peu de ces impressions-là. Elle est en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Elle a été inspirée. Elle a été inspirée, oui. Oui, vraiment. Fait qu'on va voir un peu le résultat de ces démarches-là artistiques. On termine avec Rosa Zachary qui va présenter un documentaire qui s'appelle « Mouvement migratoire ». Puis en fait, c'est sous forme d'entrevues de femmes qui ont migré, puis ça parle de leur vécu. Puis on a déjà eu Rosa dans notre programmation. Oui, c'est ça, il y a 2 ans, je crois. Oui. Puis c'est ça, c'est toujours, elle a un œil vraiment intéressant. Ses films sont vraiment intéressants, puis c'est une artiste de la région, fait qu'on aime ça montrer son travail. Les talents, oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça qu'on veut faire tout le temps. Ça clôt le vendredi. Le samedi, on était plus en mode atelier. Donc, on commence avec Marine Wabian, dans le fond, ça va être surtout de la linogravure. Donc, ça va être vraiment en lien avec son exposition, puis elle va transmettre ses techniques. Puis, on a Alexandre Desrosiers, que vous connaissez probablement, qui est natif d'ici. Donc, lui, il avait déjà participé au Bosquet en tant qu'animateur. Il avait fait un spectacle de rap. Puis maintenant, il arrive pour donner un atelier, donc pour montrer comment écrire des chansons, se fier à la rythmique, se fier à travailler des rimes, etc. Donc, il va transmettre son art cette année. D'accord. Ensuite, on a Robert Bouchard, qui est un habitué aussi. Sauf que là, il arrive pour faire une initiation d'impro théâtrale.
D'accord. Parce qu'il avait commencé à faire une ligue ici oui, à Bergeronne. à Bergeronne. Okay. Puis là, on essaye de susciter l'intérêt, d'avoir plus de jeunes, d'avoir plus de gens de différentes générations, de différents milieux. Donc, on essaie de rassembler ça. Il va faire une initiation, puis ensuite, il va animer un match, arbitrer un match tout de suite après. Puis tout le monde est invité. En fait, il ne faut pas avoir peur. On peut être des spectateurs puis rigoler aussi. On n'est pas obligé d'être parti. Oui, mais tout le monde est bienvenu. Vraiment, tout le monde est bienvenu à venir participer au match d'impro. D'accord. Duo Coma, ça, c'est un duo qui est quand même assez connu aussi aux Escoumins. Donc, c'est eux qui vont assurer le 5 à 7 musical à la Rotonde. Donc, ils vont avoir 1 heure de spectacle avec eux. Puis, on termine avec le traditionnel Bosquet Nord-Côtier. Donc, ça, c'est le spectacle multi-artiste qui va clore la soirée. Est-ce que tu vas faire partie cette année? Oui, hein? Oui, je vais faire un numéro encore cette année. Super. Puis, c'est ça, on a plusieurs artistes qui vont faire des numéros d'environ 10 minutes. Puis aussi, cette année, on va inviter les jeunes de secondaire en spectacle à participer à ce spectacle-là, puis avoir une expérience de scène. Puis, donc, ça va être assez varié. Puis encore une fois, on varie les générations. En âge, exactement. Exactement. Parfait. Donc, ça termine la journée le samedi. Et dimanche, il y a l'AGA, l'Assemblée générale annuelle de l'Odyssée artistique. S'il y a les gens qui veulent savoir un peu plus c'est quoi cet organisme-là, qu'est-ce qui s'en vient prochainement. Puis, on va avoir un cinéaste qui s'appelle Eddie Malenfant. Donc, il vient de cette île, puis il fait beaucoup de films documentaires sur la culture Innu. Donc, ce film-là, qui s'appelle Innu, justement, c'est un jeune garçon qui va raconter, qui fait la narration de tout ce qu'il apprend auprès de ses grands-parents, toutes les traditions Innu. Donc, c'est vraiment un condensé là, de leur culture. Donc, ça va être super intéressant. Puis, il est là pour discuter aussi de son film, de son métier, etc. D'accord. Ensuite, on termine avec un autre classique qui est le bouquet classique, en fait. Donc, c'est plusieurs musiciens classiques qui vont jouer un après l'autre pour faire le concert. Qui va clore oui. la fin de semaine. Oui. Puis, on a toujours aussi Éric Maillet, il expose, en fait, c'est une exposition permanente, donc ces pièces vont être encore présentes pour ajouter une autre exposition dans l'église. On a également un service de bar et de restauration sur place, donc ça permet aux gens de rester, de se nourrir, de s'abreuver, mais pouvoir participer à toutes les activités. Puis c'est ça qu'on préconise, que les gens qui restent sur place le plus longtemps, participent à plusieurs activités. Donc, tout est là pour ça. Cette année, quelque chose de nouveau, on pourrait dire, Culture Côte-Nord, qui va être sur place. Oui. Donc, ça va être une bonne équipe, en fait, qui va être là pendant toute la fin de semaine. Puis, ils vont être là vraiment pour avoir un contact avec les artistes, puis pour leur parler des services qu'ils offrent, parce qu'ils offrent beaucoup de services, beaucoup d'aides de toutes sortes. Donc, ça va être vraiment un lieu parfait d'échange. Là. Il va y avoir plein d'artistes, il va y avoir plein de gens aspirants artistes ou qui veulent savoir. Donc, ils vont vraiment être présents pour ça, pour répondre aux questions. Donc, une belle fin de semaine en perspective. Oui. Donc, ça se passe à l'église Notre-Dame de Bon-Désir. Oui, c'est ça. À la Rotonde, c'est ça? Peut-être pour ceux qui sont moins habitués, c'est où exactement? L'église se situe dans le cœur de Bergeronne, puis on utilise tous les étages de l'église. Okay. Donc, la rotonde, ça nous sert de salle de cinéma, d'atelier. Ensuite, le cœur de l'église sert de scène, puis pour les spectacles. Puis le jubé, qui est le balcon, va servir pour les expositions. Donc, on transforme l'église, on la met à notre image un peu, puis on l'utilise comme lieu de rassemblement, mais culturel au final. Parfait. Ouais. Pour ce qui est des billets, comment ça fonctionne? Mais en fait, cette année, nouveauté, ça va être gratuit pour le vendredi. Puis ensuite, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Sinon, c'est 15 $ par jour pour toutes les activités. Est-ce qu'il y a des passes pour toute la fin de semaine ou c'est vraiment assez par jour? C'est par jour, okay. Étant donné qu'on a juste 3 jours, puis que 15 $ par jour, c'est bien. Oui. Okay. C'est ça. On veut que ce soit accessible. Oui, tout à fait. Si les gens veulent te contacter, comment ils le font? Ils peuvent me contacter par courriel. C'est au marilou.mihan@odysseeartistique.ca. Parfait. Puis sinon, vous pouvez aller voir la page Facebook puis voir comment ça se passe. Vous abonner également à Exactement, la page. Oui. Parfait. Marilou, merci beaucoup. Le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, a déposé le 12 mars dernier le budget 2024-25 du gouvernement du Québec.
Celui-ci a fait réagir plusieurs organismes de la région. Le budget est une grande déception pour la Côte-Nord, notamment à ce qui a trait à nos besoins de logement. J'en discute avec le directeur général de la Chambre de commerce de Manicouagan, Jeff Dufour-Tremblay, qui nous explique que la Côte-Nord est complètement disparue de l'échiquier politique aux yeux du gouvernement. Et cette fois-ci, pour la première fois dans les 10 derniers budgets, on retrouve le mot Côte-Nord seulement une seule fois sur les 400 et quelques pages. Donc, on a un peu resté surpris de cette information-là. Évidemment, il y a quelques petites mesures, 6 ou 7 mesures par-ci, par-là, parsemées sur la Côte-Nord, des mesures qui sont importantes quand même. On le souligne, là. Il n'y a pas que du négatif, il y a du positif. Exemple, on passe au pavillon universitaire de l'UQAC à Sept-Îles. C'est important qu'il l'aille, puis on est content pour la communauté sept-îlienne qui a obtenu ça. Mais au final, quand tu regroupes toutes les mesures, on est loin de ce qu'on a de besoin pour continuer d'avancer et faire face à une éventuelle récession économique sur la Côte-Nord. Dis-moi, Jeff, ça a été quoi ta première réaction, toi, en voyant le budget 2024-25? J'ai été surpris, comme tout le monde, par l'ampleur du déficit. C'est un déficit historique. Évidemment, le gouvernement l'explique en disant qu'en pourcentage, c'est pas si énorme que ça, mais il reste que le montant est énorme. Ce qui m'a pas tellement surpris, c'est vraiment le peu de nouvelles mesures, le peu d'idées pour les régions éloignées, pour un gouvernement qui dit être le gouvernement des régions. On a hâte à la mise à jour économique parce qu'on espère que c'est là que les régions vont apparaître. Des fois, ça peut arriver que dans un gouvernement, on décide de mettre des idées et des mesures plus générales dans le budget, puis ensuite, dans la mise à jour économique, après les consultations budgétaires, qu'on se rende compte qu'on a oublié des gens. Donc, évidemment, nous, on va être là, puis on va dire, on a besoin de ce qu'on vous a demandé avant, mais on en a encore besoin maintenant, puis on va encore en avoir plus besoin dans les prochaines années. Donc, on va travailler avec, évidemment, les gens du gouvernement pour faire valoir les idées de la Côte-Nord. D'après Jeff Dufour-Tremblay, le désenclavement et le transport régional aérien auraient dû avoir leur place dans le budget. On aurait aimé avoir une mesure concrète ou à tout le moins une ligne dans le budget qui dit à quel point c'est important pour le gouvernement de régler cette problématique-là. Le comité de travail du transport régional aérien va faire des annonces éventuellement. On va être très attentif parce que c'est un problème qu'on ne s'en rend pas compte quand on est en discussion à l'intérieur d'une région, mais quand on regarde à l'échelle du Québec, il y a énormément de régions qui sont touchées par cette problématique-là. Puis ça touche l'attractivité de la région, ça touche la rétention dans la région et les nouveaux investissements. Quand on a des investisseurs qui atterrissent à Montréal, puis qui rendus à Montréal, ils se font dire votre vol est annulé. Ils essayent de se louer une voiture pour venir jusqu'à Bécomo, jusqu'à Sept-Îles, jusqu'à peut-être aux Escoumins, à Tadoussac. Puis là, ils ne peuvent pas laisser la voiture sur place pour reprendre l'avion sur Bécomo ou Sept-Îles. Ils doivent ensuite retourner à Montréal. Ça refroidit un peu les investisseurs. Ça ne les empêche pas d'investir. Ça, là-dessus, je tiens à dire, la communauté est suffisamment accueillante sur la Côte-Nord pour qu'ils se sentent chez eux, qu'ils sentent que c'est important pour nous qu'ils soient là. Mais il y a cette difficulté-là qui s'ajoute quand on travaille avec des investisseurs. Donc, on va continuer de faire des démarches auprès des décideurs pour avoir des annonces rapidement parce qu'on a des très grands projets sur la Côte-Nord qui s'en viennent et qui sont bons pour toutes les communautés de la Côte-Nord. On dit souvent, mon président me dit souvent, si c'est bon pour Sept-Îles, c'est bon pour Bécomo, puis si c'est bon pour Tadoussac, c'est bon pour Bécomo. Donc, on travaille vraiment comme ça, nous, à l'Alliance des chambres de commerce et sur la Chambre de commerce de Manicouagan. Puis, on s'attend à ce qu'il y ait des annonces qui se fassent pour l'ensemble de la Côte-Nord, dans l'ensemble des projets qui sont déposés pour faire avancer l'économie. Ça sera quoi le plus grand défi des entreprises à venir? En fait, le plus grand défi des entreprises, c'est vraiment la question du logement pour leurs travailleurs. On a beaucoup d'entreprises dans la Côte-Nord ne fait pas exception au Québec, mais la majorité de nos entreprises, c'est des PME qui ont de plus en plus de besoin de se tourner vers la main-d'œuvre extérieure à la région. Ça peut être extra-régional, donc Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay, Québec, Montréal. Ça peut être aussi à l'international, aux États-Unis, au Mexique. On a beaucoup de Philippins sur la Côte-Nord, mais quand on les engage, faut-il pouvoir les loger? Et ça fait partie aussi des obligations d'employeurs quand il va chercher des gens à l'extérieur d'accompagner ses employés. Et ici, on a vraiment un manque de portes. On appelle ça comme ça parce qu'on
on n'y va pas selon maison, appartement ou condo. On a un besoin en porte et encore dans le gouvernement. Il y a des très petites mesures qui sont annoncées. On sait par contre qu'il y a des objectifs plus grands pour les prochaines années, mais nos besoins sont immédiats. Ils ne sont pas en 2027, 2028 ou jusqu'à 2030. Les besoins, c'est 2024. Sur juste la région de Baie-Comeau, on a besoin de autour de 1200 jusqu'à 1500 portes. Donc, ça aurait pris des investissements majeurs en logement social qui auraient permis de libérer des logements réguliers parce que c'est un peu une chaîne. Quand on libère un logement, on est capable d'attribuer celui qui était occupé à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Peut-être aussi des incitatifs à la rénovation des logements pour les propriétaires parce qu'on a un vieux parc immobilier dans la région, puis ça couvre toute la Côte-Nord, c'est pas juste à Baie-Comeau. On a un vieux parc immobilier, donc on est à un moment de le rénover, puis c'est bien plus intéressant pour quelqu'un de louer quelque chose quand même à un coût raisonnable, mais de rénover et d'actualité. Donc, il y aurait pu avoir plein de mesures concrètes pour aider les régions. On constate surtout que les mesures du gouvernement en ce moment sont concentrées dans les grands centres. Donc, c'est vraiment des investissements qui sont ciblés par rapport aux infrastructures. Sur la Côte-Nord, on a très peu d'infrastructures gouvernementales. Donc, le projet de maintenir les infrastructures ne devrait pas toucher la Côte-Nord tant que ça. Il y en a. Ils vont être mis à niveau, ils vont être restructurés ou rénovés, mais ça ne sera pas comparable, même au prorata, à une région comme Québec, Montréal, l'Outaouais, la Montérégie. Donc, les régions très éloignées ont vraiment un grand manque à gagner dans ce budget-là. Qu'on le mette au prorata ou qu'on le mette au nombre de population, il y a des investissements qui sont manquants. Puis, moi, l'argument qui nous dit, la Côte-Nord, vous n'êtes même pas 1% de la population du Québec. Non, mais on produit 25% de l'énergie du Québec. On produit des ressources naturelles incroyables et on est 10% du PIB du Québec. Donc, on a des leviers importants quand on parle avec le gouvernement. Il va falloir qu'ils soient entendus, ces leviers-là. À la blague, on dit souvent les Nord-Côtiers, puis je l'ai entendu partout sur le territoire. Le jour où on va peser sur off sur les centrales d'Hydro-Québec, on va peut-être avoir tout ce qu'on demande. Ben, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas ce petit bouton-là, mais c'est anecdotique, mais c'est à quel point on est conscient qu'on a un pouvoir, mais qu'on pourrait le revendiquer encore plus. Puis le milieu économique a un rôle à jouer en accompagnant tous les autres sphères de la société qui ont des besoins envers le gouvernement, puis en disant tout le monde a des besoins, mais soyons concentrés sur les besoins qui vont rapporter puis qui vont aider le milieu. Effectivement. Donc, sur ces bons mots, Jeff Dufault-Tremblay, merci beaucoup de ton temps. La Sûreté du Québec rend public son bilan annuel en matière de sécurité routière, incluant le nombre de collisions mortelles et de décès survenus au cours de l'année 2023 sur le territoire qu'elle dessert. Bien que chaque décès en soit un de trop, la Sûreté du Québec est heureuse de voir une amélioration du bilan routier en comparaison avec celui de l'an dernier. L'analyse de ces données démontre qu'elles correspondent majoritairement à la moyenne des 5 dernières années sur le réseau des transports. Voici quelques chiffres. Pour 2023, le nombre de collisions mortelles est de 240, le nombre de décès 269, le nombre de collisions impliquant au moins une motocyclette est de 40, le nombre de collisions impliquant au moins un tracteur routier 61, le nombre de piétons décédés 27 et le nombre de cyclistes décédés est de 4. Ce bilan démontre encore cette année que les principales causes des collisions mortelles sont les suivantes: la conduite imprudente et les excès de vitesse, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue, et l'inattention ou la distraction. Ces principales causes nous rappellent que le comportement humain est à l'origine d'une majorité des collisions mortelles et avec blessés graves. La poursuite du travail des policiers sur le terrain et l'adoption de comportements sécuritaires par les automobilistes s'avèrent donc essentielles pour diminuer le nombre de collisions routières. La MRC de la Haute-Côte-Nord invite les organismes à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts pour l'exercice 2024-2025 avant le lundi 29 avril 2024 à midi. Les initiatives doivent permettre la réalisation des travaux d'aménagement forestier sur les territoires forestiers résiduels sous entente de délégation, de gestion et le maintien et l'amélioration d'un réseau de chemins multi-usages pour les divers utilisateurs du territoire.
Ce programme du ministère des Ressources naturelles et des Forêts permet la réalisation de projets, lesquels contribuent notamment au développement économique régional ainsi qu'au maintien et à la création d'emplois. Le programme complet et les formulaires obligatoires sont disponibles sur le site web de la MRC, www.mrchcn.qc.ca. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec M. Yves Baudouin, ingénieur forestier, au 418-233-2102, poste 215. Ou par courriel à l'adresse suivante yves.baudouin@mrchcn.qc.ca. Au Centre des arts de Baie-Comeau, prochainement sera présentée jeudi, le 21 mars, à 20h, la pièce de théâtre Manika Netish, tirée du roman de Naomi Fontaine. C'est l'histoire de Yami qui a quitté la réserve Innu alors qu'elle n'était qu'une enfant pour enseigner le français, espérant retrouver ses racines. Or, les choses ont changé, ou est-ce elle qui a changé? Aux côtés de ses élèves adolescents presque adultes, elle découvrira le Nutchimit, l'intérieur des terres en langue Innu, et apprendra la différence entre enseigner et transmettre. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.